Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier sur la 5G en direct de Pantin. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par le biais de la technologie Internet. Et quand je parle de technologie Internet, cette question est une question qui est récurrente. Une technologie peut-elle être bonne ou mauvaise? La réponse qui devrait être apportée, c'est quel est l'usage qu'on va en avoir. Sur la 5G, il y a des questions qu'on peut se poser légitimement. 5 sont majeures et principales, et c'est celles pour lesquelles nos 4 intervenantes ont accepté de répondre à ces questions. Je suis très content de voir 4 femmes répondre à cet atelier. Nous serons donc 2 hommes pour l'animer aujourd'hui. Je suis François Damerval, président de CAP21, conseiller régional d'Île-de-France, et je l'anime avec François Thiollier, qui se présentera par la suite. Donc une technologie peut-elle être bonne ou mauvaise? Tout dépend comment on l'intègre en matière de questions d'aménagement du territoire. Elle doit répondre aussi à des grandes questions qui sont les questions de sécurité sanitaire. Elles doivent répondre à des grandes questions qui sont l'impact environnemental. Elles répondent notamment à des questions de sécurité et de sécurité intérieure. Elles répondent aussi à des questions de protection des données. Et enfin, comme pour toute technologie, on doit quand même se poser la question derrière de tout ce qui concerne les conflits d'intérêts sur le développement de cette technologie depuis le début de son histoire. Et pour répondre à ces questions, nous aurons donc 4 femmes, à commencer par Michèle Rivasi, députée européenne, grande spécialiste des questions de santé environnementale, qui sera là. Nous aurons par téléphone Corinne Lepage, présidente de CAP21, pour qui je dois dénoncer un conflit d'intérêts me concernant, puisque j'ai été son collaborateur 5 ans au Parlement européen. Nous aurons Delphine Jamet, adjointe au maire de Bordeaux, qui est en charge de l'administration générale et de l'évaluation des politiques publiques. Et Mathilde Dessier, qui est co-responsable de la commission énergie et qui est doctorante sur l'intégration des questions sociales dans les scénarios de transition énergétique. Et on va débattre tout de suite en commençant par cette question. La 5G, quel impact? Et je te passe la parole, François, pour te présenter. Ah oui, donc moi je suis François Thiollet, je suis membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts, délégué au projet, et c'est une question qu'on a particulièrement travaillée depuis le début de l'année. Alors on va commencer les interventions avec toi Delphine, parce que tu as une délégation qui est intéressante, c'est adjointe au maire en charge des politiques publiques et de la stratégie, de l'évaluation des politiques publiques, pardon, et de la stratégie de la donnée. Donc est-ce que tu peux expliquer, et du coup à partir de là, aborder la question des enjeux environnementaux et énergétiques que pose la 5G? Oui, bonjour. Effectivement, la délégation, c'est administration générale aussi, parce que je pense que c'est un triptyque qui va très bien ensemble. C'est-à-dire comment, quand on met en place des politiques publiques, il faut les évaluer. Et la donnée permet d'évaluer aussi les politiques publiques. Et aujourd'hui, dans les collectivités territoriales, il y a peu de stratégie de la donnée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit proactif sur nos propres données. Et donc, c'est-à-dire comment on sauvegarde nos données, on les met à disposition du public pour aussi une plus grande transparence. Ça, c'est fondamental. C'est la transparence aussi de l'action publique. Et donc, c'est un triptyque qui va très bien à mon sens. Et effectivement, ne pas mettre numérique, mais stratégie de la donnée, c'était quelque chose qui était très important pour nous, justement pour montrer qu'en fait, aujourd'hui, le numérique va au-delà en fait que ce qu'on peut dire, c'est-à-dire les réseaux ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on arrive dans un monde du big data, on est dans le monde du big data et donc l'importance de la donnée est fondamentale et les collectivités publiques sont riches en données et donc vont permettre de faire avancer beaucoup de choses sur ces questions et sur l'évaluation des politiques publiques par rapport à la transition énergétique, la transition écologique, l'impact climatique, l'impact social, l'égalité femmes-hommes aussi. Pour moi, c'est très important et donc c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Et effectivement, la 5G pour nous est une question aussi fondamentale parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, on l'a vu, c'est déjà déployé dans certains pays, qu'il y a un impact énergétique et environnemental de la 5G. Énergétique parce que ça consomme, alors à usage constant, ça va consommer moins d'énergie, mais par contre, plus on augmente les tuyaux, plus de la donnée va passer, et donc plus il va y avoir de gros flux, et donc plus ça va consommer. Donc aujourd'hui, on essaye de nous vendre une technologie où on a dit va être économe en énergie, et en fait, à court terme même, ça sera non, parce qu'aujourd'hui, 60% des données qui passent dans les flux, ce sont de la vidéo, et donc plus on va augmenter le tuyau,
si je peux me permettre de le dire, c'est un peu comme le système des autoroutes. En fait, plus on élargit les routes et plus finalement on a de l'encombrement parce qu'il y a plus de voitures qui rentrent. Mais là, ça va être la même chose. Et donc, plus on va augmenter ce tuyau, donc la 5G, plus ça va être rapide, plus on va favoriser dans le flux de données et donc ça va augmenter la consommation énergétique. Donc ça, moi, je me base beaucoup, je lis beaucoup ce que dit le Shift Project sur ces questions-là et qui ont fait des rapports sur tous ces sujets. Et après aussi, on a un problème environnemental, c'est-à-dire que pour avoir la 5G, aujourd'hui, demain, donc par exemple si c'était déployé en mois d'octobre-novembre, d'ici la fin de l'année, mais les citoyens doivent acheter de nouveaux smartphones. Et donc en achetant de nouveaux smartphones, on consomme beaucoup de métaux rares, on consomme beaucoup de ressources naturelles. Et donc là, on a un vrai problème d'obsolescence programmée finalement de tous les smartphones qui sont aujourd'hui non compatibles 5G. Et on va aller vers une augmentation, donc ils estiment à plus de 15% de renouvellement de smartphones par an en plus par rapport à ce qui était déjà, parce que déjà aujourd'hui, on change un smartphone tous les 18 mois, ce qui est très limite. Et donc là, on va aller encore plus là-dedans. Donc ça, voilà, on a un vrai problème sur ces questions-là. Merci beaucoup. Pour aborder les questions, les aspects juridiques, on a une deuxième intervenante qui est au téléphone, mais qu'on va avoir juste après. On fait un peu de teasing et on va passer directement avec Michel Rivasi, que je ne présente plus, qui va nous parler plutôt des enjeux sanitaires que pose la 5G. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, moi, je suis très contente que cet atelier ait lieu parce que le problème de la 5G, c'est pas un problème récent. Je vous signale que depuis 2016, la Commission européenne a décidé, avec les industriels, de booster la 5G sans débat démocratique et en même temps de nous dire « Ah, mais il n'y a pas de souci d'un point de vue sanitaire parce que les normes, on ne va pas les dépasser, etc. » Donc, vous savez que moi, je suis agrégée en biologie et j'ai regardé ça de près. Est-ce que, oui ou non, on sait que les ondes électromagnétiques peuvent avoir un impact sur la santé? La réponse est oui. Il y a des milliers d'études qui montrent que ça a un impact d'un point de vue biologique. C'est-à-dire que les ondes, soit elles ouvrent la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire ça vous crée des pores qui s'ouvrent et qui font qu'il y a des molécules qui rentrent au niveau du cerveau. On sait que ça a des effets hormonaux, on sait que ça a des effets sur le système immunitaire, on sait que ça a des effets sur le système nerveux. Ça, on le sait. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ça a des effets sanitaires? Est-ce que ça augmente le cancer? Alors ça, c'est le Centre international de recherche sur le cancer qui dit, eh bien, on les a classés probablement cancérogènes. Et ça veut dire qu'il y a eu des études sur les animaux qui ont montré que ça peut augmenter les cancers. Donc ça, à l'heure actuelle, on sait que ça a des effets. Et puis, il y a maintenant des sentinelles qui font qu'il y a de plus en plus d'électro-hypersensibles. Il y a eu le rapport de l'Agence nationale de sécurité alimentaire qui a montré qu'il y a entre 3 et 5% de gens qui sont devenus électro-hypersensibles. Mais comme il y a le poids du lobby des opérateurs téléphonie mobile, ils disent que c'est très difficile de mettre une relation de causalité entre les électro-hypersensibles et le fait qu'il y a des fréquences. Moi, je peux vous dire, je les côtoie, puisque vous savez qu'on va ouvrir un centre d'ici 2 ans. Maintenant, le compromis a été signé, donc c'est quand même une grande avancée. Dans les Hautes-Alpes, où on va recevoir des centaines d'électro-hypersensibles dans un lieu où il n'y a pas de pollution électromagnétique. Et ces gens-là, eh bien, vous les mettez en face du Wi-Fi. Vous voyez, le Wi-Fi a une fréquence qui est très importante pour déclencher l'électro-hypersensibilité. Ou d'autres, c'est la fréquence, les 50 Hz, ou d'autres, c'est d'autres fréquences. En tout cas, on sait, vous voyez, ces gens-là existent. Bon, maintenant, au niveau européen, il y a eu le rapport Bioinitiative qui a repris énormément d'études et qui montre que ça peut avoir des effets. Donc, on ne peut pas dire que la 5G n'aura pas d'effet. Et alors, ce qui est très important, c'est un argument très important, les effets sanitaires. Vous savez que la Commission, 2016, décide la 5G avec les États membres. Et ils ont une feuille de route pour dire qu'en 2020, il faudra qu'il y ait au moins une ville dans chaque État membre où on expérimente la 5G pour qu'en 2025, tous les États membres aient la 5G. Donc, c'est vraiment un projet industriel avec donc l'appui de la Commission européenne. Et ils ont décidé de donner 700 millions d'euros à un partenariat public-privé. Or, l'Europe dit, quand on donne de l'argent public, il faut faire une étude d'impact sanitaire et environnemental. Aucune étude n'a été faite. Aucun euro n'a été mis
pour faire cette étude sanitaire. Et il s'en réfère à l'ICNIRP, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, qui dit « Ah, mais les normes, elles sont... Il n'y a pas de souci. » Or, ils n'ont qu'un effet thermique. Vous voyez, ils ne jouent pas sur les effets athermiques. J'ai fait faire un dossier que vous pouvez accéder à sur mon site et qui montre que la plupart des experts sont en lien direct avec les opérateurs de téléphonie mobile et un lien aussi avec l'armée américaine. Donc, vous voyez que cette structure, l'ICNIRP, qui est basée à Stuttgart, qui regroupe des centaines d'experts, on ne sait pas comment ils sont payés, puisque le budget de 140 000 euros, et que c'est eux qui élaborent ces normes, eh bien, c'est complètement pourri. Donc, on ne peut pas faire référence à ça. En plus, au niveau de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité alimentaire, reconnaît que sur les fréquences de la 5G, qui sont 700 MHz, qui sont 3,2 GHz et qui sont 26 GHz, il y a très peu d'études qui sont faites pour savoir s'il y a un impact. Moi, j'en ai deux à vous donner. Je terminerai là-dessus. Sur la biodiversité, puisque nous, on se bagarre contre le réchauffement climatique. L'étude qui a été commandée par le gouvernement anglais montre que quand on met des arbres, et notamment des feuillus, 90% des fréquences sont arrêtées. Et que quand il n'y a pas de feuilles, c'est 30% des fréquences qui sont arrêtées. Ce qui veut dire que quand on va installer des antennes dans les villes, puisque c'est la 5G par rapport à la 4G, c'est que c'est des faisceaux, vous voyez, alors que la 4G, c'est vraiment des lobes. Eh bien, si ça rencontre des feuillus, il va falloir que vous coupiez les arbres dans les villes. Alors, comment on peut défendre la végétalisation et défendre la 5G? C'est antinomique. Et la deuxième étude qui a été faite, c'est de montrer qu'aux fréquences de la 5G, vous avez des brûlures qui se font sur la peau et la chitine des insectes. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait un calcul d'exposition de la 5G et que sur la cornée, puisque la cornée, vous voyez, quand on va traverser le faisceau, la cornée va pouvoir être touchée. Donc qu'on fasse des études sanitaires. Or, moi je dis, tant qu'on n'a pas des études sanitaires, tant que l'ANSES n'a pas fait son rapport d'évaluation en 2021, tant que l'Europe n'a pas fait une étude d'impact sanitaire environnemental, pas de 5G. Pas de données, pas de 5G. Merci Michel. Alors, la connexion avec Corinne Lepage est rétablie. Alors, je ne sais pas où regarder puisqu'elle est par téléphone, donc évidemment, je ne pourrai pas la voir. Et donc, Corinne Lepage, donc présidente de Cap 21, plutôt sur les aspects juridiques que pose la 5G. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Tous mes regrets de n'être pas parmi vous. En fait, on a eu un deuil très récent dans la famille et je voulais pas laisser mon mari tout seul. Voilà, donc vous savez tout de ma vie. Merci à Michel de m'avoir, j'allais dire, ma complice de plusieurs décennies, de m'avoir proposé de participer à cette table ronde sur un sujet qui me paraît éminemment important. J'ai un peu l'impression de revivre avec la 5G ce qu'on avait vécu avec les nanotechnologies. C'est-à-dire, on les met en place et puis après ça, on va discuter de l'effet que ça pourrait avoir. Donc, ça, c'est quand même, sur le plan des principes, quelque chose qui me paraît totalement inacceptable. On n'est même plus au niveau de savoir si on applique ou pas le principe de précaution. On applique la précaution au bénéfice des industriels. Donc, on se pose même plus la question de savoir si c'est un principe applicable pour les gens. Je pense que ce qu'a dit Michel est frappé du coin du bon sens. Il y a tout ce problème sanitaire. Il y a quand même un problème d'indépendance européenne, j'allais dire, d'autonomie européenne avec des opérateurs chinois ou américains d'ailleurs, puisque aujourd'hui on sait que ce qui fait la richesse, ce sont les données. Et qu'à partir du moment où vous allez avoir un opérateur américain ou chinois qui va pouvoir piquer toutes les données qui passeront par les faisceaux, eh bien, nous nous faisons totalement dépouiller. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect, je dirais, plus des libertés publiques et de l'utilité de cette 5G. Moi, je peux tout à fait comprendre que pour certains usages industriels, ça puisse être extrêmement utile, mais je me pose quand même un certain nombre de questions. C'est quand même un outil qui va permettre et faciliter le flicage généralisé. C'est ce qui se passe en Chine, avec la reconnaissance personnelle et avec
un mode de société qui est quand même totalement liberticide. C'est extrêmement lié à cette affaire de 5G. Deuxièmement, c'est un de développer de manière énorme la consommation de nouvelles technologies d'information et de la communication, puisque si j'ai bien compris, il faudra que nous changions tous nos portables qui ne seront pas compatibles avec la 5G à un moment où on se pose des questions sur les terres rares, où on se pose des questions sur l'économie circulaire, le recyclage, la sobriété et tout le reste que vous connaissez aussi bien, voire mieux que moi. Ça me paraît quand même totalement incohérent comme politique. Ceci étant, c'est vrai qu'on est en face d'un lobbying d'une extrême virulence pour développer la 5G et que nous avons tous le souci de ne pas être classés parmi les gens qui refusent a priori toute technologie, même si de plus en plus chacun reconnaît officiellement ou pas, que toute technologie n'est pas nécessairement un signe de progrès au sens le plus large du terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peuvent faire les élus? Étant entendu qu'on est dans un système juridique qui, même si on entend beaucoup parler chez nous de meilleure coordination, coopération entre les collectivités locales et l'État, on est dans un système qui est en train de dépouiller les collectivités locales et notamment les maires, plus que les collectivités locales du reste, de quelque chose qui existe depuis le milieu du 19e siècle, qui s'appelle le pouvoir de police. Les maires ont en France un pouvoir de police général sur la sécurité, la sûreté, la salubrité publique, etc. C'est un vieux texte du Code d'administration communale qui date des années 1800 quelque chose, 1878 ou 1880. Tout ce qui a été fait au cours des dernières années a visé à développer ce que l'on appelle les polices spéciales, c'est-à-dire des polices techniques pour lesquelles tout ce qui n'est pas l'État est considéré a priori comme totalement incompétent. Donc les maires, ils ne sont pas compétents pour savoir si il faut porter des masques dans les villes, pour savoir s'il faut diffuser massivement du glyphosate à proximité des habitations, pour savoir si c'est bien de mettre en place des compteurs Linky ou c'est pas bien de les mettre en place, etc., etc. Tout cela est aujourd'hui, et on l'avait vu pour les OGM il y a 20 ans. Donc, toutes ces polices spéciales, dont la compétence est purement étatique, écartent la police générale, sauf dans 2 cas de figure, lorsqu'il y a une urgence ou lorsqu'il y a des circonstances particulières qui permettent l'intervention des maires. Maintenant plus de 6 mois que je me bats avec de très nombreux maires sur les affaires de glyphosate. C'est exactement sur le plan juridique le même sujet. Corinne, est-ce que tu peux conclure? Alors, tu as eu un peu plus de temps, mais merci. Je conclus pour dire que, et ce sera la deuxième partie, puisque vous avez la gentillesse de me redonner la parole, on a réfléchi avec Michel un peu sur ce qu'on pouvait faire, mais je conclus sur le fait qu'il y a un vrai problème de société et que je pense que c'est important que ce soit les maires qui sont, je dirais, quelque part les derniers relais politiques dans lesquels nos concitoyens ont confiance, qui s'emparent de ce sujet. Merci beaucoup. Alors, pour terminer le tour de table ronde, je vais donner la parole à Mathilde Tessier, qui a fait partie des rédacteurs de la motion qui a été adoptée, qui est la position de Écologie Les Verts sur le sujet, qui co-préside la commission énergie et qui va intervenir plutôt sur une question qui est aussi importante, sur la question des usages finalement et du modèle de société qu'implique la 5G. Bonjour à toutes et à tous. En fait, j'aimerais revenir sur une chose intéressante qu'a dit Michel tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu de débat démocratique sur la question de la 5G, et ce qui fait qu'il y a un manque d'information des citoyennes et des citoyens sur le sujet qui est extrêmement important. Pour vous donner un exemple tout simple, moi, quand François m'a sollicité il y a 6 mois pour travailler sur les questions de la 5G en tant que co-responsable de la commission énergie, en gros, pour moi, c'était juste un truc qui allait permettre à mon téléphone d'aller plus vite, concrètement.
Et donc, du coup, j'ai dû me renseigner sur le sujet. Et en fait, il faut être hyper acteur et actrice pour aller chercher les informations sur la 5G. Et je pense que c'est un des grands problèmes qu'on a actuellement, c'est qu'il y a absolument, il y a pas de débat public. Et donc ça, c'est une des choses qui va être, qui est importante. L'autre chose, effectivement, sur la question des usages, mais ça a déjà été dit, où en fait, technologique, c'est d'abord un choix de société, de quelle société on veut aller. Est-ce qu'on a envie d'avoir des sociétés avec des voitures autonomes partout, des objets connectés qui servent pas forcément à grand-chose, etc. Et en fait, derrière la question pour ou contre la 5G, il y a vraiment cette question de quelle société on a envie de créer. Et une des dernières choses importantes, c'est la question de l'égalité des territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la 5G, mais finalement, c'est un débat qui est très urbain. Moi, donc à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, et en fait, il y a plein d'endroits où quand on va dans le haut pays, on n'a absolument pas d'accès pas à la 4G, et des fois, si on est en Edge, c'est déjà une bonne chose. Au-delà de la question de la 5G, c'est vraiment aussi la question de l'accès au numérique dans tous les territoires, et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que cette question de pour ou contre une technologie en particulier. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps qui nous permet d'avoir un premier échange avec le public s'il y a des questions, soit qui viennent d'Internet, soit qui viennent, j'allais dire, la salle très ouverte. Et puis, on reprendra vers 11h30 sur la deuxième partie de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc, je vais commencer à distribuer la parole. Je vais me déplacer pour pouvoir tendre le micro. Merci François. Bonjour, Cathy Wulstecker, je suis animatrice de la commission Partage 2.0 Liberté numérique chez Europe Écologie Les Verts. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'ont dit Corinne et Dean. Toutes les deux, on va vous inviter comme porte-parole de la commission. Vous avez reparti des choses que j'allais dire, mais du coup, je vais pouvoir compléter et aller un peu plus loin, c'est super. Je voudrais donner un chiffre déjà. En 2040, 14% des émissions de carbone à l'échelle mondiale viendront de nos données, viendront de nos data centers. Et parmi ces données, évidemment, il y a des choses essentielles, des choses dont on a besoin. Il y a des données qu'on a besoin de stocker, mais il y a aussi énormément de qui sont parfaitement inutiles aux citoyens, qui sont plutôt utiles à des fins commerciales ou parfois à des fins de surveillance, puisque pareil, les objets connectés, c'est le smartphone qu'on a presque tous désormais dans la poche, mais c'est en réalité une très grande partie des caméras de vidéosurveillance qui de la reconnaissance faciale. Et donc, effectivement, tu as raison, Mathilde, il faut interroger cette question de l'utilité de ces services. Et en réalité, sur les questions je vais conclure très rapidement. Tu as parlé effectivement de la question de l'accessibilité du droit à Internet. C'est hyper important. Aujourd'hui, énormément de démarches administratives, mais aussi, on l'a vu pendant la période du Covid, le fait de faire les classes, de faire les cours, le fait de télétravailler, tout ça, c'est des choses auxquelles on est très favorable. Ça demande une connexion. C'est pour ça qu'on doit porter, en tant qu'écologiste, la fibre pour tous, partout, plutôt que la 5G, qui est une promesse de connectivité partout, mais qui, en réalité, sert aux industriels à ne toujours pas desservir en fibre les zones les plus rurales, les zones les plus reculées de nos territoires, en promettant que c'est pas grave, on va mettre de la 5G, ce sera plus simple. C'est un leurre, et voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre encore une question, et après, je ferai réagir éventuellement nos intervenants. Si c'est très court, je peux en prendre deux. Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer d'être court. Je m'appelle Sylvain Ré, conseiller de Paris et membre de la commission numérique Partage 2.0. J'avais une question, une réflexion. Ma question, elle porte sur la position d'Europe Écologie Les Verts. Et je remercie Mathilde et tous les rédacteurs de cette position qui est très claire et qui renvoie sur la question de la 5G aux deux études sanitaires qui ont été lancées en disant il faut attendre d'avoir le point de vue de ces retours-là pour se positionner aussi, et en attendant on demande un moratoire. Donc je voulais savoir où est-ce qu'on en est avec ces études-là, et ma réflexion c'est que ça pose la question globalement, toutes les interventions entre finalement l'utilité des télécoms. Globalement, je vois qu'il y a quand même une personne sur deux là qui est sur son téléphone, on est retransmis sur Internet.
Donc on peut se poser la question du progrès technologique, de la technologie, de son utilité. Mais à un moment, on voit qu'on est usagé. Et je pense qu'il y a une question d'arbitrage finalement entre les réseaux fixes et les réseaux mobiles. Dans les réseaux mobiles, les usages qu'on veut privilégier, est-ce qu'on veut du YouTube toute la journée sur la 5G ou pas? La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'est pas temps d'exiger une réappropriation publique des télécommunications? Les télécoms ont été sacrifiés en 1996 de façon totalement idéologique au privé. Est-ce qu'il n'est pas temps de sur cette question-là pour instaurer des monopoles publics locaux des télécoms comme il y a sur le gaz, l'assainissement et tout le reste? Merci beaucoup. Alors, je suis désolé de frustrer d'autres interventions. On aura sans doute le temps, en deuxième partie, de reprendre les questions. Là, je voudrais juste rendre la parole aux intervenants s'il y a des réactions. Ouais, je pense qu'on abordera plus longuement la question du moratoire et de ce que le parti et de plus largement ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, sur la question de l'étude de l'ANSES, elle était pour début 2021 et a priori, elle sortirait plutôt fin 2021, ce qui laisse un peu le temps de voir venir et d'avoir vraiment des études bibliographiques un peu plus. Et en fait, nous, c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas spécifié de date dans la motion. C'était pour dire, ben voilà, en fait, on laisse le temps aux scientifiques de recenser les questions sanitaires et pour demander ce moratoire. Et puis après, une fois qu'on aura les résultats, on verra et on demandera un certain nombre de garanties. Sur la deuxième étude aussi, c'est l'étude de l'ADEME sur les impacts environnementaux. Et effectivement, c'est aussi prévu pour 2021. Et donc, qu'on demande, c'est pour ça que d'ailleurs on dit un moratoire, on ne dit pas à la 5G. En fait, on demande un moratoire, c'est-à-dire qu'on se pose et on attend les études et on débat sur ces questions. Et après, on voit ce qu'on fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut arrêter de dire que la technologie s'impose à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut réfléchir sur tous les sociétaux, environnementaux et sanitaires des technologies avant de s'y lancer. Et on est quand même dans le contexte du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Et effectivement, le numérique, c'est 4% aujourd'hui au niveau mondial des gaz à effet de serre, autant que l'aviation civile, ça croît de 8% par an. Donc on ne peut pas dire d'un côté, on va arrêter. Alors moi, je me pose en bordelaise, hein, la liaison Paris-Orly-Bordeaux, et à côté de ça, lancer quelque chose qui va multiplier par 2 la consommation électrique par an en France. Enfin, voilà, on est quand même dans une espèce de schizophrénie où on arrive à dire on lutte contre le dérèglement climatique ou pas en fait. Et là, on est face à des politiques nationales qui sont complètement contradictoires. Donc effectivement, attendons ces études et réfléchissons tous ensemble. Oui, tu crois que ça marche? Non, ça marche pas. Oui, je voulais vous répondre sur le fait quelle est la position du parti. Il s'agit d'être pour la non-connexion. On est pour la connexion. La preuve, c'est qu'on a tous un smartphone, etc. Mais là où il nous mente, c'est qu'il nous dit vous aurez Internet par la 5G, et notamment avec des satellites. Donc là, ça pose un autre problème du bien commun qu'est l'atmosphère, où en ce moment, Elon Musk, il veut une autorisation pour 42 000 satellites. Hein, il y en a plus de 1800, etc., qui sont déjà lancés. Et vous savez qu'il y a une organisation internationale des télécoms qui donne les autorisations. Et en ce moment, ce sont les Américains qui demandent le plus d'autorisations, vous voyez, pour envoyer des satellites pour l'Internet. Nous, ce qu'on dit, avec notre rationalité et vis-à-vis du réchauffement climatique, on est pour la connexion. Mais déjà, la 4G, elle n'est pas installée de partout. Tu parlais tout à l'heure des zones rurales. Il y a plein de zones rurales où il n'y a même pas la 4G. Et surtout, la fibre optique. Enfin, l'Europe avait beaucoup aidé sur la fibre optique. Et la fibre optique pour Internet, c'est super, il n'y a pas d'onde. Donc nous, on veut véritablement un débat. Parce que la 5G, c'est un projet industriel. C'est pour les voitures autonomes, et encore, Michel, on voudrait le prouver. C'est pour les drones, c'est pour la surveillance, c'est pour les smart cities. En aucun cas, c'est pour développer l'accès aux données à tous. Donc c'est un projet industriel, c'est pour ça qu'il faut remettre ça sur le débat public. Merci beaucoup Michel. On va passer à la deuxième partie qui est en gros qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment est-ce qu'on s'organise pour obtenir un moratoire, pour demander un débat démocratique. Alors comme elle est loin et que je ne veux pas l'oublier, je vais d'abord donner la parole à Corinne Lepage et puis ensuite on va
partir de l'échelle européenne avec Michel pour finir sur l'échelle locale avec Delphine qui conclura le débat. Corinne? Merci de me dire combien de temps vous me donnez. Pas beaucoup. 3 à 4 minutes, voilà. D'accord, ok. Bon, alors, moi, le premier que je vous propose, c'est de faire ce qu'ont fait les maires anti-pesticides, c'est-à-dire de faire un collectif des maires pour un moratoire de la 5G. Ça permet aux écologistes de prendre la tête du sujet, mais ça s'ouvre à d'autres maires qui peuvent avoir exactement la même position que nous sur ce sujet. Alors, c'est un truc très simple, c'est une association de loi 1901. L'avantage, c'est qu'on n'a pas toutes les obligations du droit public, puisque c'est une association, loi 1901, d'élus. Mais ça permet d'agir, et ça permet de communiquer, et ça permet de faire un certain nombre de choses, à la fois d'ordre, je dirais, contentieux et non contentieux. Une fois ce collectif créé, il pourrait très officiellement demander au gouvernement un moratoire. Et il parlerait donc en tant que représentant d'élus et non pas seulement en tant que représentant d'un parti politique. Premier point. Deuxième point, il y a un certain nombre de villes qui ont signé des conventions qui sont tout à fait correctes et en tout cas bien meilleures que la norme en ce qui concerne les fréquences admissibles. Ma proposition, c'est que le collectif prépare à destination des maires, enfin des communes, deux types de textes. Premièrement, une délibération d'ordre général demandant à ce que si 5G il y a, de toute façon, elle soit précédée d'une convention avec les opérateurs. Et deuxièmement, de préparer un modèle type de cette convention avec les opérateurs. L'objectif étant de mettre des normes qui ne sont pas celles de la 5G, mais qui sont celles actuelles qui ont été transigées pour la 4G. Il est très possible qu'il se passe deux choses. Premièrement, que les préfets attaquent les délibérations. À ce moment-là, c'est les maires qui sont en défense et qui défendent les populations. Sur le plan politique, je trouve que c'est pas mal. Et deuxièmement, il y a beaucoup de choses à dire dans la mesure où la police spéciale, dont j'ai parlé tout à l'heure, ne préserve pas les populations puisqu'on n'a pas les études. Première observation. Deuxièmement, en ce qui concerne les conventions, si on nous dit c'est pas possible, parce que forcément il y aura plus d'ondes, eh ben, c'est un truc formidable pour montrer que le moratoire est une obligation. Donc en fait c'est du billard à deux bandes, ce que je suis en train de vous proposer. C'est assez simple à faire et je pense que cela pourrait recueillir le soutien de nombreux élus, verts bien sûr, mais bien au-delà. J'ajoute enfin que cela permettrait d'ouvrir un débat avec nos citoyens sur tous les sujets qui ont été abordés et notamment sur l'aspect consommation et coût pour le consommateur de cette affaire-là qui va être obligé de renouveler totalement le matériel. Voilà, je crois que j'ai tenu dans mes 3 minutes. Oui, même un petit peu moins. Merci beaucoup pour le sens de la concision. Alors, je redonne la parole à Michel pour voir plutôt au niveau européen ce qui se passe et ce qu'on peut faire. Alors, sur le plan européen, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une décision de la Commission européenne avec les lobbies des opérateurs téléphoniques depuis 2016. Il y a eu une directive en 2018. Et alors, ce qui est terrible dans cette directive, il y a un article 54 qui dit qu'il faut harmoniser au niveau européen. Et notamment dans l'harmonisation, c'est que toutes les petites antennes qui correspondent à la 5G, qui sont en dessous d'une certaine puissance, n'ont plus l'obligation de faire une déclaration et d'informer à la fois les agences nationales et à la fois les maires pour les installer. Et qu'ils pourront le faire après. Donc on sait ce que ça veut dire. Donc ça, on va attaquer là-dessus. On va attaquer sur le principe de l'information. Il est anormal que les opérateurs installent des antennes, quelle que soit la puissance, sans qu'on ait une traçabilité. Donc là, on va saisir la Cour de justice européenne. Et une deuxième attaque qu'on subit, c'est qu'ils veulent harmoniser toutes les normes par rapport à l'ICNIRP. Vous voyez, cette structure soi-disant internationale qui élabore les normes. Eh bien, par rapport à ça, ils ne veulent plus que chaque État membre puisse établir ses propres normes. Donc, ce que tu disais, Corinne, sur l'histoire de la Convention
où les opérateurs doivent signer une charte, eh bien la Commission européenne ne veut pas l'accepter ainsi que les opérateurs. Et là, on va attaquer aussi la Cour de justice européenne. Dans les traités européens, il est dit que chaque État membre peut avoir des normes plus restrictives, mais pas plus laxistes. Et là, par exemple, Bruxelles est à 6 volts par mètre, en Italie, ils sont à 6 volts par mètre, et on voudrait leur imposer 41 volts par mètre ou 61 volts par mètre, qui serait l'harmonisation sur le plan européen. Donc vous voyez que là, nous, on veut saisir la Cour de justice européenne pour le respect des traités européens, le respect des États membres, pour la protection des gens. Et vous avez vu ce qui s'est passé en France dans le cas de l'urgence sanitaire. Ils ont fait passer une ordonnance qui fait que les opérateurs pouvaient installer des antennes sans informer les mairies. Notre loi abeille de 2015 était complètement sabrée sur le principe, vous voyez, de précaution et d'information. Donc il faut absolument, et je trouve que les maires doivent reprendre le pouvoir avec les citoyens là-dessus pour dire on veut l'information, on veut la traçabilité et on veut la prévention et la précaution sur les problèmes sanitaires et climatiques et énergétiques et de surveillance et de protection de données personnelles. On a tout ce panel, vous voyez, pour interpeller nos citoyens et des attaques au niveau de la justice. Mais pour ça, il faut être en collectif. Merci. Mathilde, plutôt sur une échelle nationale. Donc sur l'échelle nationale, nous, dans la mention d'OLV, ce qu'on demande, c'est donc justement un moratoire. Ça a été dit précédemment sur la 5G, jusqu'à ce que les différentes études, notamment de l'ANSES et de l'ADEME, soient sorties. Et on demande à ce qu'en parallèle, il y ait un réel débat démocratique qui soit fait sur le sujet, pour pouvoir, à chaque citoyenne et à chaque citoyen, d'avoir les informations et de pouvoir donner son avis sur le sujet, d'avoir un vrai débat national sur ces questions-là, voilà, en complément de ce que Corinne et Michel ont proposé. Merci beaucoup. Et pour finir, au niveau local, Delphine, qu'est-ce qui est envisagé pour mobiliser Alors, au niveau local, ce qui est envisageable, ce qui est envisagé, donc, c'est effectivement se réunir en collectif au niveau des maires, mais aussi des parlementaires, moi je pense aussi nationaux et européens, d'élargir cela beaucoup plus largement que sur les écologistes. C'est important, parce que c'est des sujets qui ne sont pas que écologistes. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, tout le monde s'en empare, tout le monde se diverse, lutter contre le dérèglement climatique. Mais si vraiment on veut s'approprier ces questions, il faut que ça soit le plus large possible. Et donc, c'est l'ensemble des maires de France qui pensent qu'on a un problème et qu'il faut un moratoire se positionnent. Donc, comme la Convention citoyenne l'a demandé, comme vous avez des parlementaires qui l'ont déjà demandé, des sénateurs qui ont suite à un rapport à demander un moratoire, vous avez des ONG qui le demandent, vous avez des ministres qui l'ont demandé aussi. Donc moi, je pense que c'est très important qu'on élargisse énormément ce collectif, ou en tout cas, dans un premier temps, faire le collectif. Tribune pour interpeller Emmanuel Macron, parce que c'est bien lui qui va prendre la décision et le gouvernement qui vont prendre la décision de faire ce moratoire. Donc c'est urgent que les élus locaux interpellent le gouvernement sur cette question pour obtenir ce moratoire. Nous, à Bordeaux, nous souhaitons effectivement se lancer là-dedans, parce que je pense clairement qu'il faut être en collectif et pas tout seul sur ce genre de sujet. Et en plus, lancer effectivement un grand débat. Donc déjà à Bordeaux, nous, on a demandé à ce qu'il y ait un débat local sur ces sujets-là, parce que ce qui est important, c'est effectivement d'informer la population. Aujourd'hui, si la Convention citoyenne a demandé un moratoire, c'est parce que la Convention citoyenne, les membres de la Convention citoyenne qui n'étaient pas forcément formés, qui n'étaient pas alertés sur ces sujets, ont eu des éléments d'information, et donc de ça, on en a découlé un moratoire. Et aujourd'hui, c'est important que les citoyens s'emparent de toutes ces questions technologiques, de se réapproprier leurs données, etc. Donc c'est même ouvrir le débat, pas forcément qu'à la 5G, mais aussi effectivement aux usages du numérique. Quel numérique nous voulons, quel numérique pour faire société ensemble. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on va lancer, en tout cas pour le fin octobre, début novembre, au niveau de Bordeaux et de sa métropole. Merci. Et si je ne me trompe pas, le moratoire par la Convention citoyenne n'a pas été exclu de la liste rouge d'Emmanuel Macron,
réduction de la vitesse sur l'autoroute, mais il a gardé le moratoire sur la 5G. Donc théoriquement, ça fait partie des questions qu'il doit soit soumettre à référendum, soit proposer à la législature, mais en tout cas faire quelque chose là-dessus puisqu'il ne l'a pas écarté. On a du temps. Donc on va reprendre quelques questions, interventions de la salle, et puis je vous demanderai de faire une conclusion en 1 minute pour terminer ce débat. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Merci aux intervenants, aux intervenantes. Émile Meunier, je suis conseiller de Paris, et avec Sylvain et d'autres, on essaye justement d'organiser cette mobilisation au niveau de Paris. Moi, j'avais une remarque sur Macron et le moratoire. C'est vrai qu'il ne l'a pas exclu, mais sa ministre, elle, au banc de l'Assemblée nationale, a clairement dit que l'agenda du gouvernement serait respecté. Donc, malheureusement, il semblerait quand même que le gouvernement a pris acte de s'asseoir dessus. On fait référence souvent à ces deux enquêtes, ces 2 études qu'on attend, un peu comme le Messie. Est-ce qu'on est sûr déjà que ces études sont faites dans les bonnes conditions ? C'est vraiment une question, hein, je n'en sais rien. Et est-ce qu'on ne prend pas aussi un risque à se lier comme on fait à ces 2 études, alors qu'on sait très bien que les questions scientifiques, ce n'est pas 2 études qui les tranchent, mais c'est bien un processus contradictoire, etc., voire international. Merci. Je prends d'autres interventions. Je vais parité, donc je vais donner la parole à une femme, si vous voulez bien. Merci. Moi, je suis Frédérique Dumas. Je suis députée Liberté Territoire. Donc, en fait, j'étais conseillère régionale avec François pendant un certain temps, mais je m'étais engagée à démissionner parce que je pense qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, j'ai démissionné. Mais j'ai aussi également été élue En Marche. Hein. Je suis partie, moi, dès septembre 2018. Je dis ça parce qu'avec Corinne Lepage, nous étions ensemble dans cette campagne et nous avons été évidemment très très déçus. Donc je voulais vous dire qu'évidemment, moi je rejoindrai ce collectif. Je pense que beaucoup de députés de mon groupe, Liberté et Territoire, le feront. Je suis également responsable pour mon groupe une commission qui va se créer prochainement sur la souveraineté numérique. Donc ces débats en feront partie, on pourra les porter là. Et voilà, donc en tout cas, moi je serai avec vous dans ce combat. Merci beaucoup. Dernière, je vais proposer par là, donc j'alterne. Oui, bonjour, Jacques Bucky. En son temps, je fus représentant des maires de France au débat national sur la transition énergétique. Et je suis aujourd'hui expert en énergie et numérique au niveau des collectivités locales. Et d'abord de dire que je suis profondément écologiste, hein, je le précise, parce que la suite de mon propos pourrait peut-être en faire douter certains. Mais je conserve toute la partie démocratique, je conserve toute la partie... Je voudrais simplement ajouter pour information une donnée qui n'est pas connue. C'est qu'aujourd'hui, les technologies sont en profonde évolution et qu'il est possible, en utilisant d'autres technologies, d'autres conceptions, et en analysant le sujet de façon globale, c'est-à-dire énergie, services, finances et politique locale, il est possible aujourd'hui de construire des services et des villes avec un bilan carbone nettement amélioré, je dis bien nettement amélioré, avec des données qui sont sécurisées et donc avec une situation bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Pas forcément en utilisant la 5G, je terminerai là-dessus, qui est souvent un marteau-pilon pour tuer une mouche. Il y a bien d'autres solutions plus intelligentes et qui sont au service des citoyens et des collectivités. Merci. Est-ce que j'ai le temps sur une dernière intervention ? Merci. Donc Stéphane Kerkoch, je suis délégué général d'Agir pour l'environnement. On mène un combat sur la téléphonie mobile en général depuis 2001 et sur la 5G depuis que le gouvernement a pris un arrêté pour les attributions de fréquences. On a un recours devant le Conseil d'État pour essayer de faire annuler ces outils légaux. Juste pour vous dire que on vous attend, on attend les élus et notamment les élus locaux parce que vous êtes peut-être notre chance d'obtenir ce moratoire et on vous attend de toute urgence parce que contrairement à ce que Macron a dit, l'histoire de la prise en compte de l'ensemble des décisions de la Convention citoyenne pour le climat, il est très clair qu'aujourd'hui, ils vont attribuer les fréquences entre le 20 et le 30 septembre. Cédric nous reçoit en début septembre, en gros, juste pour le passage obligé, on a reçu les associations. Donc là, il y a une vraie urgence à ce que les maires prennent le relais. Les associations font leur boulot.
Si elles ne sont pas écoutées, s'il n'y a pas de relais au sein des responsables politiques, eh ben, on est orphelin de la décision politique. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Juste deux chiffres, malgré tout. L'Agence nationale des fréquences, l'impact de la 5G en termes de champ électromagnétique, c'est 30% de plus d'exposition avec la 5G et 50% de points atypiques. Donc on a aujourd'hui des indicateurs qui sont pour le moins inquiétants. Et ne pas négliger le fait que ce ne sont pas seulement le renouvellement des portables. Ericsson évoque l'équivalent de 20 à 30 milliards d'objets connectés d'ici 2024. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur seulement la caricature de la caméra qui nous surveille avec reconnaissance faciale. Nous, on a commencé à identifier les objets connectés qui vont être commercialisés. On a la brosse à dents connectée, on a la couche connectée, on a les bodys pour enfants connectés, on a les préservatifs connectés, etc., etc., etc. Donc, on a aujourd'hui l'économie de la donnée. Et on a l'impression que Facebook, c'est l'ogre qui pompe la donnée. Ce n'est qu'une mise en bouche comparée à ce que va permettre aujourd'hui la 5G et l'Internet des objets. Parce que, objectivement, nos moindres faits et gestes, et je le répète, préservatifs compris, vont permettre d'alimenter le big data pour savoir quelles sont nos performances, etc. Voilà. Donc, merci aux élus de faire le boulot. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis assez surpris de la qualité des intervenants. En fait, si j'interrogeais tout le monde, je pense qu'on n'a que des spécialistes qui connaissent bien le sujet et qui sont très motivés. Ce qui est motivant, c'est ce collectif en fait, qui émerge. Il nous reste encore un petit peu de temps, donc je vais vous donner chacune 1-2 minutes pour conclure, et puis on s'arrêtera là. Je vais juste commencer 2 minutes, parce que j'ai le micro, du coup je me dis... moi, ce que je retiens en fait, de tout ça, c'est quand on écoute tout le monde, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment besoin d'un débat, parce que du débat peut ressortir aussi beaucoup de solutions. C'est-à-dire qu'effectivement, quel monde numérique nous voulons, dans quelle société, mais on peut entendre, mais qu'on peut faire une smart city, en tout cas des villes intelligentes pour lutter contre le dérèglement climatique de façon sobre, peu énergivore et avec des données sécurisées. On a beaucoup de choses. On voit qu'on va dans l'absurdité des objets connectés. Effectivement, moi je prends souvent l'exemple du frigo, en me disant est-ce qu'on a besoin d'un frigo connecté pour nous dire qu'il nous manque du gruyère dans le frigo. C'est des questions et donc on a vraiment besoin de ce débat. Et ça, c'est important que les pouvoirs publics et notamment l'État s'en aperçoivent parce qu'on ne peut pas rester sur cette solution. Moi, ça fait longtemps que je parle de la 5G et de ce débat numérique sur les usages. Et c'est vrai que là, moi je suis assez ravie d'avoir autant de monde et autant de questions autour de la table parce que je me suis sentie bien seule, en tout cas à un moment donné, sur ces sujets où on me parlait de régression sociale quand j'abordais ces sujets-là, en fait. Donc c'est ce que me disaient aujourd'hui nos opposants politiques qui sont dans l'opposition. On a inversé la chose, mais on va parler de régression sociale. Et moi, effectivement, je veux qu'on aille vers du progrès social. Et c'est qu'avec un débat et un moratoire qu'on aura ce progrès social. Mathilde ? Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter sur la conclusion de Delphine. Mais c'est effectivement, je pense que c'est important. Le débat qu'on a eu aujourd'hui est important pour justement se rappeler que au-delà vraiment des choix technologiques, il y a vraiment un débat de société. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder. Et ça répond aussi à la question d'Émile de tout à l'heure. Sur la question de est-ce qu'on ne prend pas des risques en se liant sur le moratoire. En fait non, parce que sur le moratoire va permettre de prendre le temps du débat et ensuite on pourra trancher en ayant débattu et donc en ayant eu plein d'idées comme on a eu juste ce matin et on en aura encore plein d'autres. Merci François. Et puis après Michel. Non, là, il nous reste encore 4 bonnes minutes. Alors, cette question de 5G, c'est une question de territoire et on peut remercier les maires aujourd'hui qui s'engagent pour demander ce moratoire. On a maintenant une échéance qui arrive très très vite, qui sont les départementales, qui sont en charge des déploiements des réseaux. Et plus il y aura de départements écologistes et plus cette question sera portée sur les territoires en termes d'aménagement du territoire, il nous faut la fibre pour tous sur tous les territoires et on doit avoir un droit opposable à la connexion numérique sur une connexion numérique terrestre. Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit imposer sur les territoires et on doit le dire très fortement aux prochaines départementales. Et on doit remercier aujourd'hui les maires qui s'engagent sur ce débat démocratique sur la 5G. Mais notre réponse, nous, en matière d'aménagement du territoire, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce droit opposable à la connexion
comme on impose aussi le droit opposable à la déconnexion pour tous les salariés qui se retrouvent aujourd'hui envahis par le domaine du numérique, etc., dans leur vie personnelle, on doit avoir ce droit opposable sur les territoires. Et on se retrouve en 2021 pour les départementales pour porter un vrai projet écologiste d'aménagement du territoire. Merci. Michel? Oui, moi je voudrais qu'on récapitule les étapes. Première étape, on va lancer un appel pour faire un collectif de maires. C'est très important et ça, c'est dans les semaines qui viennent. Deuxième chose, ça veut dire qu'au niveau des maires, il faut signer aucune installation d'antenne. Puisque souvent, lorsqu'ils installent la 4G+, ils ont même installé des micro-antennes sur la 5G. Donc il faut tout stopper. Il faut lancer des débats, il faut qu'on s'organise. Parce que ce que vous disiez, on peut faire beaucoup mieux sans l'installation de la 5G. Il y a par exemple le LiFi, vous voyez, qui utilise la lumière à l'intérieur des bâtiments, qui n'utilise pas ces ondes. Il y a absolument la fibre optique. Il faut qu'on montre que nous, on est pour des alternatives, mais que ça soit discuté avec l'ensemble de la société. Il faut qu'on arrête sur l'idée que ce sont les industriels qui décident pour nous. Ça, c'est très important si on veut se réapproprier. Voilà un bon exemple qu'est la 5G. Et ensuite, il y a les actions juridiques. Alors moi, je suis contente que Corinne soit avec nous sur ce sujet-là. Des actions juridiques sur le plan et les associations qu'on fait un boulot, parce que Agir pour l'environnement, ça fait un moment là qu'ils se bougent là-dessus. Juste pour dire, d'un point de vue juridique national et d'un point de vue européen, on s'en occupe au niveau des parlementaires européens, où je suis en train de convaincre d'autres partis politiques, parce que la 5G, c'est pas que franco-français. Il y a plus de 150 villages italiens qui ont dit non à la 5G. Il y a des villes autrichiennes. Il y a Bruxelles qui a dit non. Il y a Genève qui dit non. Donc on n'est pas tout seul. Et ce qu'on va faire, c'est que s'il y a ce collectif national, on fera un collectif européen. Michel. Et pour montrer que le pouvoir, c'est nous qui l'avons, tu veux bien me et c'est laisser pas les industriels. Voilà. Merci. Me laisser 30 secondes. Il y a un truc que quand même vous avez oublié et que rappelle assez bien le ministre Cédric O, c'est que la France ne peut pas rester à l'écart des innovations que promettent la 5G. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'aborder ça. Et à ça, en fait, il faut qu'on soit capable de répondre que la France ne peut pas rester à l'écart de l'innovation que représente le débat démocratique. Le monde ne peut pas rester à l'écart d'une réflexion sur l'usage du numérique comme on est capable de le faire sur les transports. Il faut qu'on ait la même réflexion et qu'on soit capable de la porter au niveau mondial. Donc on demande de la démocratie.